Je pense que je commence à me sentir déjà un peu plus à la maison. J'ai, pendant les répétitions, pendant les spectacles, pu essayer tous les différents sièges de la maison pour voir, pour donner les différents angles de vue. Je suis très heureuse de l'accueil du public. Je suis très contente, bien évidemment, qu'on a pu montrer un spectacle comme Figaro, sold out, avec beaucoup de demandes, mais aussi très heureuse d'avoir pu commencer avec quelque chose comme Kein Licht, qui quand même était un peu un coup, assez fort, autrichien-allemand, mais avec une musique exceptionnelle de Philippe Manuri, qui tout de suite a aussi fait un bon lien en ville entre musical, les autres acteurs culturels et bien évidemment l'Opéra national du Rhin, et notre concert d'ouverture avec Jérémy Rohrer et l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Là, déjà, on a pu danser trois danseurs de notre nouveau corps de ballet, de nos solistes, et je suis aussi bien heureuse du début de Bruno Boucher, le nouveau directeur de la danse, dont je pense qu'il nous a offert un magnifique programme entre Uwe Scholz, Forsyth et Kilian, avec deux distributions très différentes, très variées, et j'ai eu un grand plaisir de voir ce spectacle à plusieurs occasions, à Mulhouse, à Colmar et à Strasbourg. Alors pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas encore, quand vous êtes arrivé il y a quelques mois à Strasbourg, il n'y avait que quelques mots que vous utilisiez avec beaucoup de justesse. Vous disiez la musique, l'opéra, l'art en général, c'est avant tout une question d'envie, de désir, d'émotion, de partage, de curiosité. C'est pas l'affaire de quelques personnes, c'est l'affaire de tout le monde. Et tout le monde est bienvenu ici, à l'Opéra national du Rhin. Oui, je pense que c'est exactement ça ce qui est notre but. Ça veut dire qu'ouvrir les portes, faire aussi plein d'événements un peu gratuits, un peu différents, de rencontres, nos midi lyriques avec l'Opéra Studio. Voilà, à 12 €, on a la chance de rencontrer les jeunes, d'assister à un peu de musique un samedi à midi. Mais on a aussi sorti des murs de l'opéra. On est allé à Neuhof, chez Django Reinhardt, des amis bien chers qui font un travail magnifique, et on a pu présenter une série, aussi une sorte d'ouverture de saison qui est toujours au cœur, comme vous disiez, la musique, l'opéra, la sérieuxité aussi du travail d'un artiste qui doit se mettre au défi de tout ce qui est out there, là dehors, et toujours aussi avec un geste généreux. Alors on parle d'artistes, et avant de parler de Francesca da Rimini, je voulais qu'on s'arrête un instant à Kirill et qu'on pense à Kirill Serebnikov, puisque pour ceux qui ne le savent pas, on sait que c'est un très très grand metteur en scène, de théâtre, d'opéra, un cinéaste, qu'il y a quelques mois de cela, alors qu'il était en train de monter une production à l'Opera House, à l'opéra de Stuttgart, le Hans et le Gretel, les autorités russes, à la veille d'une production en Russie, l'ont assigné à résidence. Et vous êtes immédiatement, comme beaucoup d'artistes, mobilisés pour dire ce qui est en train d'arriver à Kirill Serebnikov est dangereux pour la liberté d'expression. Alors il y avait un projet que vous étiez en train de mener avec lui ici à l'Opéra national du Rhin. J'imagine que déjà à l'Opéra de Stuttgart, vous aviez travaillé avec lui. Je voulais que l'on parle de cette situation-là, parce que quand on parle de liberté, d'ouverture, de générosité, on n'oublie pas que nous sommes dans un monde qui malheureusement referme les portes. Ça reste un choc, je veux dire. Encore en mai de cette année, on était ensemble avec lui à Stuttgart en travaillant sur Hansel und Gretel, et bien évidemment aussi en se disant, mais si tu es en septembre à Stuttgart, tu prends le TGV 1h15, tu es à Strasbourg, tu découvres l'opéra, et on va voir un peu si cette idée pourra être réalisable. Voilà, et maintenant il est depuis la fin du mois d'août en arrêt à la maison, et on sait comment il a travaillé pour son projet, comment il a pu enthousiasmer les gens, comment il est aussi généreux, sérieux, un grand artiste, soit cinéaste, soit metteur en scène du théâtre, mais aussi dans son théâtre, le Gogol Center à Moscou, une sorte de navire amiral qui invite les jeunes, qui a quasi plus
de subventions, mais qui mène son théâtre et en ce moment, ses amis, ses collègues continuent à mener ce théâtre et pour lui, on peut que continuer à dire vive l'artiste, vive la liberté et l'expression et les choses qu'il a à dire et donnez-lui la chance de l'entente et on pense, je peux vous dire, il y a beaucoup de personnes dans le monde qui pensent tous les jours à Kirill Serebrennikov en sachant qu'il n'est pas le seul artiste, écrivain ou journaliste en séjour aujourd'hui qui subissent des suppressions. Alors je vais, avec cette publication, mettre le lien vers le magazine de l'Orchestre National du Rhin, puisque vous avez consacré plusieurs pages à l'artiste et puis aussi à une réflexion. Voilà. C'est aussi votre engagement. Voilà. Je parlais tout à l'heure de passion de la musique, de passion de l'opéra, de passion de l'art, mais c'est une passion générale pour la société aussi et la capacité, à un moment donné, de dire je ne vis pas dans une tour d'ivoire, je vis dans une société et la parole des artistes, elle est aussi importante que toutes les paroles. Exactement. Et pour moi, à côté de la musique, de l'opéra, bien évidemment, il y a aussi l'art de l'expression avec les mots et les livres. Et si quelque chose j'aime beaucoup, ce sont les livres. Et voilà, je pense que la littérature et l'art d'expression dans les langues différentes aujourd'hui, c'est quelque chose à soutenir, à promouvoir et très très important pour nous tous. Alors, littérature, nous glissons vers Francesca da Rimini, puisque adapté d'une pièce de Gabriele D'Annunzio, lui-même inspiré par un texte de Dante, puisque de mémoire, je crois que c'est le 5e chant. Exactement. Où il est question de cette Francesca da Rimini, opéra méconnu, opéra de Riccardo Zandonai, très peu joué. Il se trouve que là, je crois, cette saison, elle doit être à l'affiche de peut-être 2 opéras, dont celui de Strasbourg, et c'était un opéra que vous aviez envie de faire connaître. Voilà. De temps en temps, l'histoire de la musique est bizarre et on ne peut pas vraiment vous dire pourquoi exactement cet ouvrage est moins joué qu'une grande Tosca ou la Bohème, parce qu'à l'époque c'était aussi un grand succès et comme vous dites c'était D'Annunzio qui avait écrit cette pièce de théâtre merveilleuse pour Eleonora XII, grande actrice voilà, qui avait créé la première fois ce rôle. En même temps, comme vous disiez, Dante, la littérature italienne, mais aussi tous les pré-raphaélites, le symbolisme dans la manière de peindre, par exemple, qui sont représentés dans cette pièce d'Annunzio. Et après, on arrive Zandonai, qui est un compositeur formidable, qui a même écrit une pièce un peu à la Carmen, je veux dire, avec un goût espagnol, qui a aussi écrit un Roméo et Juliette, qui était très reconnu dans son temps. Si je parle des années 19, 12, 13, 15, 20, voilà, il est né dans l'année 1883 quand Richard Wagner est mort. Voilà, pour le mettre un peu... c'est un grand compositeur et voilà, il n'est pas joué très souvent, malheureusement. Moi, j'ai eu la grande chance et le plaisir de travailler sur une redécouverte en Autriche de Francesca da Rimini en 1994 comme petite assistante de Robert Fortune, grand metteur en scène français, voilà, au Festival de Bregenz. Et j'étais bouleversée par la force de cet ouvrage, par la littérature, par les mots, par l'écriture, par les différentes couleurs qui apportent et qui sont la base à une grande histoire d'amour, je veux dire. C'est quand même Francesca trahie au milieu, amoureuse du beau ténor qu'elle ne peut pas avoir, le baryton terrible, son mari qui le tue à la fin, et encore un autre ténor qui est l'autre frère, qui est une sorte d'Hérode de Salomé avec une voix vraiment de caractère mal et mauvais qui pique dans l'action, si vous voulez. Voilà, c'est un grand drame, c'est un grand défi pour la mise en scène, c'est un grand défi pour le chef d'orchestre parce que le chef d'orchestre a un grand orchestre, une grande distribution. Il doit vraiment faire sortir plein de couleurs différentes de l'orchestre et c'est difficile. Voilà, et aussi pour la metteuse en scène parce que chez nous c'est une femme. Je voulais avoir une femme qui nous raconte cette histoire de Francesca, Nicola Raab, qui doit vivre et
et trouver des traductions pour nous qui ne connaissent pas l'ouvrage, pour commencer, mais en deuxièmement aussi pour ce symbolisme de D'Annunzio qui de temps en temps est quand même, disons, plus maybe up-to-date, où il faut trouver une autre traduction et aussi où le public doit être curieuse de découvrir comment aujourd'hui encore on peut montrer une telle pièce. Mais moi je peux vous dire, là je passe mon temps dans les répétitions et le soir c'est difficile à se faire repasser, enlever la musique parce qu'on chante toute la nuit Francesca et Paolo, voilà. Ce Francesca da Rimini, qu'est-ce qui vous touche dans cette histoire d'amour? Souvent, ces histoires d'amour finissent toujours mal pour les femmes. Je pense à ça, parce qu'il y a très peu d'œuvres, en fait, mais en l'occurrence, quand on se souvient du 5e chant dans cette histoire d'amour, c'est, je crois, le seul personnage féminin à qui Dante donne autant de place, et c'est une histoire de femme qui est très forte, cette Francesca da Rimini. Tout à fait, et je pense que même si elle doit mourir à la fin, et même si elle sait qu'il n'y a pas de way out, il n'y a pas de sortie pour elle dans l'histoire, elle sait qu'elle a une personnalité très forte, et elle essaie quand même de sentir ce seul moment d'amour qu'elle a pu avoir en sachant qu'elle a été trahie par sa famille, parce qu'on lui a dit « Maintenant, tu vas voir ton futur mari », évidemment c'est un mariage arrangé, et on lui montre pas le vrai futur mari, mais le frère, le beau. Voilà, et on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais les mariages forcés, ça existe encore, et les difficultés et les souffrances des jeunes filles dans d'autres pays qui sont subies à ça. Je ne veux pas maintenant relayer ça directement à l'histoire de Francesca et Paolo, parce qu'évidemment, c'est aussi toute la littérature derrière, mais quand même, ça sont des histoires où, à un moment ou à un autre moment de longue histoire, on retrouve des choses qui sont quelque chose à dire à nous aujourd'hui et à faire avec nous aujourd'hui. Alors, un mot sur la distribution, parce que les artistes, tant au Ballet du Rhin qu'à l'Opéra, sont au cœur de votre envie, de votre projet. Vous parliez tout à l'heure de Nicolas Rabe, jeune metteur en scène et très talentueuse, déjà un peu remarquée sur les scènes du monde. Le directeur musical est quelqu'un que l'on revoit à Strasbourg avec toujours autant de plaisir. Et pour les interprètes, voilà, alors juste peut-être un mot sur Giuliano Carella, parce que il y a deux belles histoires. Lui, je l'ai rencontré ici à l'Opéra National du Rhin la première fois quand il était là en dirigeant en 98 l'Élysée d'Amore. Et plus tard, je l'ai invité à Stuttgart aussi à plusieurs occasions, parce que pas seulement il est un grand interprète, mais il sait travailler avec les personnes, avec les artistes, avec les partenaires. Et les chanteurs me disent toujours, c'est comme ça que je l'ai rencontré, quand Carella dirige, je me sens bien. Et comme les chanteurs me sont très chers au cœur, voilà une des raisons de l'inviter. Aussi, il est beaucoup aimé par l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Voilà, les chanteurs, bon, bien évidemment, ce sont des prises de rôle pour chacun, parce que chacun a dû apprendre le rôle. Et en plus, je voudrais aussi souligner, comme normalement j'avais une autre Francesca qui a eu un enfant et qui n'était pas prête à revenir si vite après la naissance de son enfant sur scène, Sayoa Hernandez, qui chante le rôle titre de Francesca da Rimini, a appris ce rôle pendant 10 jours avant le début des répétitions. Et maintenant, elle est absolument dans le rôle, elle est très heureuse, je pense, de le chanter. Et quand on voit sa biographie entre Lavali et Norma, c'est exactement Butterfly, c'est exactement ce range, ce terrain de voix qu'il faut y avoir. Voilà, Paolo e Bello, ça c'est vraiment hyper difficile, c'est un grand rôle, très demandeur, c'est un ténor argentin qui va le chanter pour la première fois, Marcelo Puente, qui, il y avait 4 ans, avait chanté Rodolfo à l'Opéra de Stuttgart pour 3 spectacles, et je le trouvais très talentueux, et il a bien continué à travailler, et il a pris le défi de chanter ce rôle de Paolo e Bello. Voilà, évidemment encore un mot sur le mauvais frère, le baryton. Là, il faut un Scarpia mondial, et je pense avec Marco Vratonia, on l'a bien trouvé. Aussi pour lui, qui a quand même chanté dans le monde entier, c'est une prise de rôle. Il a dû apprendre le rôle pour le chanter chez nous.
Et j'ai l'impression qu'il s'amuse pas mal avec ce défi du méchant mari de Francesca. Nous allons suivre les aventures de Francesca da Rimini après la création, et puis nous allons suivre, peut-être que nous le voyons juste derrière vous, il y a le marché de Noël qui s'est installé dans la ville, juste devant l'Opéra du Rhin. C'est une période particulière, celle du mois de décembre, mais c'est une période aussi extrêmement riche ici, puisqu'il va y avoir toujours les midis lyriques que vous avez commencé à initier. Il va y avoir des rendez-vous comme Merci Maestro, à la découverte justement de la direction musicale. Beaucoup de rendez-vous, et on s'arrête un instant sur Mouton, puisque ça va commencer bientôt, et puis ce sera surtout au mois de janvier, mais je crois que c'est un projet pour les grands enfants qui vous tient très à cœur. Et voilà. Ce sera une première française que ce Mouton. Oui. Un petit mot juste pour vous donner envie. Oui, alors Mouton, c'est un petit mouton qui rencontre le prince, et le prince lui dit « Mais tiens, tu n'as pas de nom, cherche-toi un nom ». Et le petit mouton va en ville, mais il se rend compte que c'est pas si facile de trouver un nom. Et alors il retourne dans son troupeau, et il dit au prince « Voilà, moi je suis mieux entre les miens, mes amis, mes copains ». Et ce qui est beau, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, ce sont des projets qui sont écrits pour des jeunes, pour des enfants, qui sont aussi pour les petits grands, comme vous dites, mais qui ne sont pas des opéras raccourcis. Moi, personnellement, j'aime pas ces choses comme la petite flûte enchantée. Non, je trouve où les enfants vont voir avec des amis, le grand-père, l'école, la grande version de la flûte enchantée, où on va voir des projets précis pour eux. Et là, on a 3 musiciens, les amis de la chapelle rhénane avec Benoît Allaire, qui jouent cembalo, harpe et luth et orgue, mais en même temps, ils prennent aussi des petits chapeaux comme ça, et ils jouent des moutons. Alors, ils parlent aussi, et ils s'associent à un acteur, le prince, un mouton qui est un contre-ténor et une jeune chanteuse soprano de l'Opéra Studio qui feront cet ensemble, et je trouve c'est un format très beau pour découvrir la musique, mais découvrir quelque chose, une histoire qui est faite pour les jeunes, pour les petits. Et peut-être juste une petite parenthèse, on a un jeune contre-ténor, Julien Frémouth, qui est né à Colmar, qui a grandi là-bas, qui a fait ses études là-bas et à Bâle, à Mulhouse, mais qui chantera pour la première fois à la première à Colmar, parce que la première est au théâtre municipal de Colmar, le rôle titre de Mouton. Et voilà, c'est Sophie Cassis, une écrivain musicale néerlandaise, qui a pris de la musique de Vivaldi, de Monteverdi, de Handel, des extraits, et les a regroupés avec un texte, avec cette histoire de mouton, avec les dialogues, et elle a donné des nouvelles paroles à les différentes pièces de musique pour nous raconter cette histoire. Et pour moi, c'est une très belle manière d'utiliser aussi de la musique, plutôt un peu ancien baroque, si vous voulez, pour aujourd'hui, dans une petite version, petit format. Merci beaucoup. Toi toi pour Francesca da Rimini. Et puis, passez de très très belles fêtes. Merci beaucoup. Merci à vous tous.